20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Ibrahima Khalil Bourgi, finalement autorisé à sortir du territoire sénégalais pour se faire soigner en France. Une évacuation toutefois soumise à conditions par la justice sénégalaise. Des conditions qui ne convainquent pas Ousseynou Samba, professeur de droit pénal. Ses explications dans ce journal. Importante saisie de chanvre indien. Un beau coup de filet de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Un homme et une femme ont été arrêtés. Ils sont 5 pèlerins sénégalais à n'avoir toujours pas atteint les lieux saints de l'islam. Bloqués en Turquie, ils risquent de rater le Hajj. Les autorités en charge de l'organisation du pèlerinage rassurent. Amadou Tidiane Dia indique que ces pèlerins prendront le départ aujourd'hui. Ce 1er octobre, journée mondiale consacrée aux personnes du 3e âge. L'occasion de nous intéresser à cette catégorie sociale et le constat n'est pas reluisant. Ces derniers réclament plus de considération de la part des plus jeunes, mais aussi de leur famille. Enfin, le dossier du jour est consacré à l'actuel Premier ministre, jusqu'ici très discret dans sa manière d'exercer son pouvoir. Tentative de décryptage du patron du gouvernement. Ce sera dans le dossier du jour et bien sûr avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons avec cette autorisation de sortie du territoire accordée à Bibo Bourgi. Ses avocats saluent la décision sur le retour de leur client. Ils n'ont aucun doute que celui-ci va revenir et qu'il y va de son intérêt de se défendre pour faire toute la lumière sur cette affaire. Hadiatala. Fini la politique. Cette autorisation de sortie du territoire de Bibo Bourgi a toujours été sollicitée par ses avocats. Ils obtiennent finalement gain de cause et saluent la décision de la CREI sans se targuer de l'avis favorable. Toutes choses étant égales par ailleurs, nous devons peut-être battre notre coulpe. La CREI est également composée d'êtres humains qui ont entendu notre message, qui ont entendu, on va dire, nos cris du cœur. Il est de notre devoir, lorsque une décision comme cela est rendue, certes de nous en réjouir, mais surtout de remercier et de rendre hommage à la CREI qui a entendu notre cri du cœur. Bibo Bourgi reviendra-t-il ou non? Maître Leïti Ndiaye rassure. Il n'est pas de l'intérêt du prévenu de rester en France. Il ne faut tout de même pas occulter le fait que M. Bibo Bourgi est donc poursuivi pour complicité d'enrichissement illicite. Le patrimoine qui lui appartient et que l'on prétend relever, on va dire, du patrimoine de M. Karim Meïssa Wade, ce patrimoine est saisi. S'il y a quelqu'un qui a intérêt à se battre pour que, on va dire, son innocence soit reconnue, qu'elle soit judiciairement reconnue et définitivement reconnue, pour que ce patrimoine reste le sien, qu'on ne le dépossède pas de ce patrimoine, c'est M. Bibo Bourgi. Donc envisager un seul instant qu'il puisse ne pas revenir, pour moi ça relève d'une hypothèse, on va dire, de travail de gens qui ne lui veulent pas du bien. Bibo Bourgi, même si c'est la pièce maîtresse dans l'affaire Karim Wade, son absence, selon certains spécialistes, ne peut en rien empêcher la poursuite du procès, même s'il reste le seul prévenu à ne pas comparaître à la barre. Et la réaction de maître Elhadji Diouf à présent, l'avocat de la partie civile. Le départ d'Abdou Karim Bourgi suscite des craintes de voir le co-prévenu de Karim Wade s'enfuir. Toujours selon l'avocat, le départ de Bibo Bourgi est un non-événement car même étant à Dakar, il avait été dispensé et son absence n'a aucune incidence sur le déroulement du procès. Maître Elhadji Diouf qui est au micro de Dissa Prera. La Cour a pris ses responsabilités et elle a montré elle-même que Bibo n'avait rien pendant 2 mois, comme je l'ai toujours dit. Contrairement à ce qu'avaient affirmé ses avocats, qui nous parlaient de mort subite depuis le 1er août, ça fait 2 mois, après le 31 juillet. Ce n'est pas un échec pour nous, au contraire. Parce que malgré son absence des débats, malgré son absence pendant le procès a eu lieu. Donc qu'il soit à l'hôpital Val-de-Grâce, à l'hôpital américain ou à la clinique du Cap, mais le procès se déroule normalement. Depuis 2 mois, Bibo est dispensé. Il n'a qu'à aller faire 1 mois là-bas. Le procès va se
dérouler normalement, il va continuer. Rien ne change. C'est un non-événement. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a rien du tout, c'est un non-événement. Maintenant, on lui donne un mois. Est-ce qu'il va revenir? Moi, j'ai des craintes. Parce que son frère a fui. Karim Bourgi, son petit frère, de même père et de même mère. S'il fuit, s'il prend la tangente, c'est qu'il a des choses à se reprocher. Donc, de la même façon que son frère, si on lui permet de s'enfuir, de partir, Bibo va partir. Il va disparaître dans la nature. C'est ce que je crois. Maintenant, je souhaite qu'il revienne. Mais comme son frère n'est pas revenu, j'ai des craintes. J'ai des craintes. Je n'ai rien contre son déplacement, son évacuation en France. Mais c'est que j'ai des craintes. Parce que le frère de Bourgi, de Bibo, a fui, il est parti. Malgré le mandat d'arrêt international, son jeune frère refuse de revenir. Bien confisqué, retour prévu dans un mois, famille mise en résidence surveillée, l'évacuation de Bibo Bourgi en France serait soumise à conditions par la justice sénégalaise. Pour Ousseynou Samba, professeur de droit pénal à l'UCAD, les bases sur lesquelles la Cour pose ses garanties ne sont pas solides et le prévenu, s'il n'est pas de bonne foi, peut ne pas revenir au Sénégal. Suivant ce reportage, signé Bin Touloum et Youssou Baro. Ibrahim Abou Khalil Bourgi, autorisé à aller se faire soigner. Avant son envol pour Paris, la CREI s'est attachée des garanties. Pour ce professeur de droit pénal, ces garanties n'ont aucune solidité et aucune pertinence. Bibo Bourgi est un multinational. Il est sénégalais, il est français et il est libanais. Or, on sait que selon le droit français comme selon le droit sénégalais, les nationaux ne sont pas extradés. Deuxièmement, concernant le fait qu'il est donné en garantie, c'est bien. Si jamais il est condamné pour enrichissement illicite, il est évident que ces biens-là, il va les perdre. Donc il ne perd rien en ne revenant pas. Mais ce que je trouve absurde, et j'assume le mot, c'est de mettre à résidence surveillée ses enfants. On est en matière pénale. Et en matière pénale, on est responsable que de son fait personnel. Pour professeur Ousseynou Samba, la Cour de répression de l'enrichissement illicite ne voulait pas prendre de risque de voir la santé de Bourgi se dégrader encore plus. Vu la gravité de son état de santé, la Cour, de manière humaine, a compris que Bibo Bourgi devait être envoyé en France pour y être soigné, ce que je trouve très louable. Le procès de Karim Wade peut bien se poursuivre, mais d'après le professeur Samba, l'absence de Bibo Bourgi va constituer un frein. Bibo Bourgi est le témoin à charge principal de l'accusation. Sans lui, le procès risque d'avoir... en fait, je dirais que les chances du parquet spécial pour faire condamner Karim Wade vont devenir très minces. Parce que le principal témoin à charge, c'est Bibo Bourgi. Bourgi a bien accepté les conditions de sortie de la CREI et promet de revenir dans 30 jours. Mais le professeur Ousseynou Samba a l'image de plusieurs Sénégalais en doute. Je pense qu'il ne reviendra pas. Nous restons avec cette affaire Sarah Cissé pour évoquer cette fois l'avis des Sénégalais sur l'évacuation en France d'Abdou Khalil Bibo Bourgi. Et les avis sont partagés. Certains s'attendent à un scénario qui peut avoir des répercussions sur le procès et d'autres soutiennent qu'il aurait dû être évacué en France depuis longtemps. Salimata Aosek et Maudou Diop. Le départ de Bibo Bourgi en France suscite des débats. Évacué hier à l'hôpital militaire Val-de-Grâce à Paris, une décision normale selon ces Sénégalais. Donc au bled, il faut qu'on arrête de faire des procès. Celui a pris ceci, celui a pris cela, tu vois. C'est des paroles en l'air, tu vois. Et s'il ne revenait pas? Ah bah ouais, donc on pourra, je sais pas, mais on pourra libérer Karim Wade. Ce n'est pas de l'actualité, qu'on le laisse se soigner et qu'on tourne la page. Si les juges décident de libérer Karim, tant mieux. Dans le cas contraire, qu'il fasse ce que Karim demande. Pape Biram, lui, prie pour que Bibo reste à Paris. Je souhaite que Bibo Bourgi ne revienne plus. Je ne crois pas au procès, c'est seulement du bluff. Les accusations de la CREI ne sont pas du tout fondées à mon avis. Aux yeux de certains, l'étau risque de se resserrer sur Karim avec le départ de Bibo. Je trouve que c'est anormal. C'est anormal, le fait qu'on laisse Bibo Bourgi aller en France pour se soigner. Donc si on le laisse, bon, Karim ne sera pas jugé. C'est pas normal. S'il ne revient pas, bon, Karim, on peut le juger d'ici 2017 ou 2019. C'est affaire politique pour moi.
Bibo Bourgi, élément clé du procès de Karim Wade, est libre pour 1 mois pour se faire soigner. D'aucuns y voient d'éventuels chamboulements en cas de fuite de ce dernier. Et nous parlons de cette importante saisie de drogue. À présent, 110 kilos de chanvre indien ont été saisis par l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Un homme et une femme ont été arrêtés. Ce résultat est le fruit d'une longue opération qui s'est déroulée entre Fimela, Joal, Mbour, Fatima Taba et Youssou Barou. Du chanvre indien dissimulé dans des caisses de savon ou encore dans des sacs, c'est au total 110 kilos de drogue saisis en 72 heures. Un homme et une femme arrêtés. La dernière, celle qui nous a intéressés ce matin, donc cette saisie porte sur une quantité de 100 kg de chanvre indien qui était convoyé de Fimela vers une destination qui était au-delà de nous. Celui qui a été arrêté avec les 100 kg, il est présentement dans nos locaux. L'enquête est en cours parce que lui particulièrement on l'avait ciblé parce que c'était un baron de la drogue. Nos éléments ont été également interpellés par l'allure suspecte d'un taxi à bord duquel se trouvait une dame. La fouille leur a permis de découvrir, dissimulés dans des sacs, dans du savon, une autre quantité de 10 kg également de chanvre indien. Avant ces arrestations, des personnes ont été interpellées dans le département de Mbour, ce qui a facilité l'opération. C'est des affaires connexes, comme j'ai dit, parce que la semaine dernière, c'est-à-dire 2 ou 3 jours avant, on a eu à interpeller 5 personnes qui sont membres d'un même réseau. Donc ces 5 personnes travaillaient entre Mbour et Joal. C'est un réseau qui était bien huilé et qui a polarisé l'ensemble de la zone de Mbour, Joal, Sindia, toute cette zone. C'est de là qu'on a pu établir qu'ils avaient le fournisseur effectivement à Joal. Et nous nous sommes rendus à Joal. D'importantes saisies de chanvre indien enregistrées au cours du mois de septembre par l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Le travail se poursuit afin de faire tomber d'autres trafiquants. L'Afrique et la justice pénale internationale, c'est le thème de la journée de réflexion et d'échange qui a réuni juristes, organisations des droits de l'homme et société civile. La position critique de l'Afrique par rapport à la CPI a suscité les interrogations des différents intervenants. Un compte rendu signé Modigaya. De la justice pénale internationale, la position de l'Afrique face à la CPI, le droit au procès équitable en droit positif sénégalais, autant de questions passées en revue dans cette journée de réflexion. Objectif, démontrer la nécessité d'une telle juridiction face aux multiples dérives notées dans le continent. Ce qui se passe en Afrique, exception faite de l'Ukraine et de Gaza, ne se passe plus ailleurs. Ces 10 dernières années, toutes les atrocités, les violations graves de droits humains se sont produites en Afrique. Depuis le Rwanda, en passant par la Centrafrique, la République démocratique du Congo. Toutes ces atrocités, c'est l'Afrique, la Guinée, le Mali, les tombeaux, des crimes contre l'humanité, des écoles, des hôpitaux qui ont été bombardés. Vous ne les verrez nulle part. L'Afrique, pourvoyeur et pourfendeur de la Cour pénale internationale, Maître Hassan Diomandjaï parle d'une tentative de s'aménager une immunité pour les actuels chefs d'État. Notre crainte aujourd'hui, c'est qu'on tente aujourd'hui de s'aménager une immunité. Parce que la première règle qui a été édictée par cette justice pénale africaine, c'est qu'aucun chef d'État en exercice ne pourra être poursuivi. Évidemment, cela pose problème. Et un des principes de la justice pénale internationale, c'est l'absence d'immunité. Évoquant le cas des chambres africaines extraordinaires, le patron de la RADDHO évoque une non-rétroactivité de la Cour pénale internationale créée bien après les crimes reprochés à Hissène Habré. Pèlerinage à la Mecque. Depuis ce mardi, 5 pèlerins sénégalais en transit en Turquie sont bloqués à Istanbul. Une situation inquiétante pour ces musulmans qui risquent de rater le Hajj. Le commissaire général au pèlerinage, Amadou Tidjane Dia, se veut lui rassurant et indique que ces pèlerins pourront prendre le départ aujourd'hui pour la ville de Mouna. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Barkaba et Amadi Biaki. Dès qu'ils ont raté leur vol, on a tout fait pour les faire venir. Ils ont pris une ligne régulière qui transportait les pèlerins. Ils viennent à Istanbul. La compagnie décide que Jeddah est fermée, alors que Jeddah n'est pas fermée.
Donc ça les met dans une histoire. Il a fallu inventer l'autre solution purement et simplement. Là, Inch'Allah, ça va sortir. Oui. Les derniers pèlerins ont quitté Médine, ça fait 3 heures de temps. Ils sont attendus à la Mecque vers 4 heures. Les derniers pèlerins. Donc nous aurons tous les pèlerins réunis ici, mais nous n'aurons qu'un seul jour pour faire mouvement vers Mouna. Donc là, c'est vraiment, en définitive, les pèlerinages en plein. Et ce 1er octobre est célébrée la journée mondiale dédiée aux personnes du 3e âge. À cette occasion, nos reporters se sont intéressés aux conditions de vie de cette catégorie sociale et le constat laisse à désirer. Les personnes âgées interrogées se plaignent d'un manque de considération de la part de leur famille et réclament un peu plus d'estime. Dans ce reportage signé Fatou Bintou Conté et Moudou Diop. La vieillesse est sans doute une période que les personnes âgées appréhendent avec beaucoup d'angoisse. Vieillir au Sénégal, c'est presque un calvaire du moment qu'on ne s'occupe plus d'eux. Le principal problème, c'est la pauvreté. Le mal-vivre est notre seul souci. C'est difficile. Au Sénégal, une fois survient la vieillesse, personne ne s'occupe de toi. Tu es obligé de te débrouiller tout seul. Personne ne s'occupe de nous, on ne prend jamais de nos nouvelles. Les médecins aussi ne nous respectent plus, ils ne viennent jamais à l'heure. Dans les foyers au Sénégal, les personnes âgées ne jouissent pas d'un repos mérité. Ils sont le plus souvent négligés et sans soutien affectif. Sénégal, les jeunes n'ont pas d'affection pour nous vieillards. On s'occupe d'eux, mais une fois qu'on devient vieux, ils nous lâchent dans les maisons. C'est difficile de voir quelqu'un prendre soin de nous. Il faut imposer. À la maison, il faut que tu t'imposes pour qu'on puisse s'occuper de toi. Sinon, c'est foutu. C'est pourquoi ils réclament un peu plus de considération de la part de leur famille en ces moments difficiles pour eux. Il faut que les gens prennent soin de leurs parents, c'est important. Les jeunes doivent avoir de l'affection pour leurs parents. Vieillir au Sénégal n'est pas de tout repos. La prise en charge au sein des familles fait défaut pour ces personnes du 3e âge. À quelques jours de la fête de Tabaski, l'oignon inonde le marché central de Tambacounda, ce qui n'est pas le cas de la pomme de terre dont on craint d'ailleurs une pénurie. Pour de nombreux commerçants, la priorité est de tout faire pour écouler la marchandise qu'ils ont entre les mains. Reportage Chertidiane John et Yaya Diallo. À quelques jours de la Tabaski au marché central de Tambacounda, la peur et la réticence sont les sentiments les mieux partagés. Les quelques commerçants rencontrés ne veulent plus investir à perte sur certaines denrées alimentaires. Actuellement, j'ai passé une commande auprès de mon fournisseur. Déjà, il me reste plus de 6 tonnes d'oignons. Et puis, il y a d'autres commerçants dans le marché. Je crains qu'il y ait rupture de pommes de terre. C'est la marchandise la plus prisée des clients. Sérieusement, je n'ose pas renouveler ma marchandise car ce n'est pas encore le grand rush. Le panier de la ménagère est pris en tenaille par la conjoncture et la cherté des marchandises. C'est difficile pour les ménages. Trouver une bête à immoler, c'est la croix et la bannière et le prix élevé des condiments. Par exemple, l'oignon se vend à 500 francs. Pour la pomme de terre, le prix est fixé à 600 francs. Désormais, le marché central de la ville est inondé d'oignons alors qu'on tend vers une rupture de pommes de terre. Et depuis son inauguration le 11 août dernier, la gare routière des Bons Maraîchers rencontre toujours des difficultés qui, pour le directeur général Pape Cherndao, sont liées à la formalisation du secteur. Il souligne que des mesures ont été prises par la police et la gendarmerie pour obliger tous les véhicules de transport, notamment les véhicules communément appelés horaires, à rejoindre la gare des Bons Maraîchers. Reportage Kodendiaï et Modou Diop. Deux dysfonctionnements notés sur toute la chaîne à la gare routière des Bons Maraîchers. Le directeur général explique cette situation par le processus de formalisation en cours. Ce n'est pas facile de formaliser un secteur aussi
désorganisé que le nôtre, le transport de voyageurs au Sénégal. Et ça ne peut pas se faire sans problème, ça ne peut pas se faire sans bruit, ça nous le savons. Mais nous essayons aussi de corriger au fur et à mesure que nous avançons. Selon Pape Cheikh Ndaw, toutes les mesures ont été prises pour contraindre les véhicules de transport communément appelés horaires à rejoindre la gare des Beaux-Maraîchers. Avec quelques véhicules communément appelés horaires qui quand même ne respectaient pas cette directive du ministère de l'Intérieur. Mais la police et la gendarmerie sont en train de faire leur travail pour faire respecter ces instructions. Que tous ces véhicules qui quittent Dakar sans charger à partir des Beaux-Maraîchers sont automatiquement arrêtés à partir de Diamniadio et à Sangalkam. Le directeur général pointe un doigt accusateur sur les rabatteurs appelés aussi coxeurs pour justifier le refus de ces chauffeurs. Généralement, ce ne sont pas les chauffeurs ni les transporteurs. C'est des coxeurs qui tiennent en otage les chauffeurs qui, depuis plusieurs années, maîtrisent le circuit des voyageurs, des clients et les contacts et qui veulent imposer leur loi. Le syndicat dirigé par Alassane Ndoye était en grève pour exiger que les bus horaires prennent départ des Beaux-Maraîchers. Mais depuis la levée du mot d'ordre vendredi dernier, certains n'observent toujours pas les injonctions malgré toutes les démarches entreprises par les autorités. Ce 1er octobre 2014 marque le début du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Le cancer du sein, la tumeur la plus diagnostiquée chez les femmes à travers le monde. Mais lorsqu'elle est dépistée à temps, il est possible pour de nombreuses femmes de s'en sortir. Et c'est le cas de Mame Diarra Ndiaye Kébé, guérie de son cancer. Aujourd'hui, elle dirige l'association Cancer du sein au Sénégal. Son combat, la gratuité des soins pour les malades. Aminata Mbaresso l'a rencontrée. Reportage. Mame Diarra Kébé revient de loin, très loin même. En 2013, cette hôtesse de l'air à la retraite découvre qu'elle a le cancer du sein. D'abord, je l'ai découvert par autopalpation. Et puis ensuite, je me suis rapprochée des médecins. J'ai suivi le cursus qu'on m'a demandé de faire, c'est-à-dire les analyses préalables pour diagnostiquer si c'est un cancer. Et ensuite, je suis passée à la phase chimiothérapie. J'ai été opérée et j'ai terminé par la phase radiothérapie. Refusant le fatalisme, Mame Diarra Kébé suit régulièrement les conseils de ses médecins. Après 8 mois de traitement, elle est guérie. J'ai commencé le traitement en 2013, en octobre 2013, pour terminer vers septembre 2014. Il faut déjà commencer par se dire, le cancer est une maladie comme une autre. Ne pas avoir honte de dire j'ai le cancer et pouvoir en parler. Ce combat remporté, elle engage un autre, celui de la prise en charge totale de toutes les personnes atteintes du cancer. Après avoir vécu ce cancer que je ne connaissais pas et dont je ne connaissais pas les coûts, je me fais un sacerdoce de faire de la sensibilisation. Une prise en charge jugée onéreuse par les patients. Je quitte Mbour chaque mercredi pour venir à l'hôpital. Nous payons le prix du gasoil. À cela s'ajoutent les frais médicaux estimés à 110 000 francs. C'est élevé. En ce 1er octobre, mois consacré à la lutte contre le cancer, la présidente de l'association du cancer du sein au Sénégal poursuit son plaidoyer afin de réduire le nombre de personnes atteintes de cette maladie. Et pour accompagner l'artisanat au Sénégal, le ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat met en place une ligne de crédit de 500 millions de francs CFA, une initiative rendue possible grâce au FONGIP. Mamadou Tiernotal a annoncé que Touba aura une large part dans les financements. Le ministre était dans la ville sainte pour présider la cérémonie de remise d'attestation à des femmes d'un GIE. Ces propos sont recueillis par Mohamed Djoudio Pétalassambe. En réalité, nous sommes en train de négocier depuis très longtemps au niveau de la BOAD une ligne de financement, cette ligne de financement de 5 milliards. Mais avant qu'elle arrive, le président de la République a donc installé au Sénégal ce qu'on appelle le FONGIS et le FONSIP. Le FONGIP donc va nous permettre d'avoir une ligne de 500 millions à financer d'ici le mois de décembre, et l'année prochaine on aura à peu près 1 milliard, qui permettrait donc de financer les artisans, de financer les GIE, de les accompagner dans leur équipement. Et donc ce GIE de haut niveau
où il y a beaucoup de femmes, un bon encadrement, une belle formation et des équipements de haut niveau, il faut nécessairement qu'on les accompagne également pour que ça se démultiplie, parce que n'oubliez pas qu'ils ne sont pas qu'à Touba, ils sont partout au niveau du Sénégal. En cette période de chaleur au Sénégal, zoom sur la vente de ventilateurs et de glacières, des activités rentables pour les vendeurs qui se frottent les mains, et pour les acheteurs, tous les moyens sont bons pour rendre la canicule plus supportable. Reportage Aïssatou Païfal et Youssou Baro. Pendant que certains se mettent à l'ombre pour un peu de fraîcheur, d'autres utilisent les éventails pour s'aérer. Il fait de plus en plus chaud à Dakar, à chacun son astuce. Moi j'utilise des éventails tout le temps, c'est léger. Je n'ai pas d'argent pour acheter un ventilateur. En plus de cela, l'éventail fait partie de la culture africaine. Je viens du Baol, je connais que cela. En plus de la chaleur, les coupures récurrentes d'électricité indisposent les ménages. De ce fait, les glacières sont très prisées en cette période de canicule. La vente de glacières se porte assez bien. Il fait très chaud ces jours-ci, même si on attendait plus de clients. J'utilise les glacières pour avoir un peu d'eau fraîche. Là où j'habite, il y a souvent des coupures. C'est le seul moyen pour nous de nous rafraîchir. Sous le chaud soleil, ce vendeur d'éventail essaie d'écouler ses produits. Je m'en sors bien, je ne me plais pas du tout. Les gens l'achètent à tout va, mais ils marchandent trop. Je vends l'unité à 100 francs, mais ils trouvent toujours un moyen de faire baisser le prix. Depuis ce matin, j'ai vendu plusieurs éventails, 4000 francs au total. Une chaleur suffocante à Dakar et tous les moyens sont bons pour avoir un peu d'air. Les éventails servent de climatisation ambulante. Et depuis sa nomination le 6 juillet 2014 comme Premier ministre du Sénégal, Mohamed Boun Abdallah Dionne est toujours méconnu du grand public sénégalais. Discret, le Premier ministre est souvent taxé de technocrate. Cependant, cette discrétion n'enlève en rien ses compétences d'homme politique. C'est l'avis d'acteurs politiques d'ailleurs tels que Barandiaï de l'APR et Lamine Ba du PDS. C'est le dossier du jour. Il est signé Kodendiaï et Diafaraba. Il est le Premier ministre du Sénégal et pourtant, certains citoyens ne le connaissent que de nom. D'autres évoquent une différence de profil entre Mohamed Boun Abdallah Dionne et son prédécesseur. Les profils ne sont pas les mêmes. Mimi Touré est typiquement politique. Boun Abdallah Dionne est un technocrate. C'est deux profils différents. L'homme est réputé discret, mais cela n'enlève en rien ses compétences aux yeux de certains. On ne peut lui connaître une image autre que celle d'un agent engagé, compétent, dévoué, discret, mais également très efficace dans son travail. Je crois qu'il l'a compris et je pense que depuis qu'il est là, les choses sont en train quand même de bouger dans le bon sens. Le Premier ministre tient tous ses pouvoirs du président de la République. À partir de ce moment, bon, soit, comme je l'ai dit tantôt, on comprend son rôle et on le joue, soit on ne le comprend pas et à partir de ce moment, celui par la volonté de qui vous êtes, là où vous êtes, bon, en tire toutes les conséquences. Pour d'autres, le Premier ministre se limite à ses prérogatives, ce qui explique son attitude. On a vu Souad. Tous les premiers ministres qui avaient été nommés Souad ont fini par avoir des problèmes avec Ouad. Nous sommes dans un régime qui ne peut-être donne pas la possibilité au Premier ministre de devoir être au devant de la scène politique. C'est plutôt une fusible qui joue ce rôle-là. Maintenant, dans la Constitution, c'est le président de la République qui est responsable, c'est le président de la République qui détermine et définit la politique de la nation. Cet analyste politique pense autrement. Pour lui, le chef du gouvernement doit parfois prendre ses responsabilités. Actuellement, j'ai vu qu'il y a trop d'effacement, ils sont trop effacés, mais ça dépend de la nature du régime, n'est-ce pas, en place. Et aujourd'hui, s'il est trop, il faut qu'il arrive à niveler, à équilibrer. Si vous voulez, par exemple, sa personnalité, sa posture. C'est-à-dire ne pas aller trop, c'est-à-dire ne pas se montrer très vite, trop, ne pas aussi, si vous voulez, pas s'effacer trop, mais être n'est-ce pas, au juste milieu. Maintenant, c'est l'équilibrisme, quelque part, qui pose problème, de mon point de vue, dans sa démarche. Et ce qui fait que, donc, aujourd'hui, il est trop effacé. De mon point de vue, si on continue comme ça, je pense qu'il faut mieux supprimer le poste de Premier ministre. Le 6 octobre prochain, Mohamed Boun Abdallah Dionne aura fait 3 mois à la primature. S'il bénéficie du respect des acteurs politiques, il reste tout de même impopulaire pour bon nombre de Sénégalais.
dans la page des sports, le sport que nous ouvrons avec du football. Ludovic Lamine Sané, forfait. Le pensionnaire va manquer les deux confrontations entre Lion de la Teranga et Aigle de Carthage prévues les 10 et 15 octobre 2014 pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Il sera remplacé par Pape Alioundoy, sociétaire de Bodo, un club norvégien. Direction Tambacounda, à présent nouvellement rénové, l'infrastructure de la ville, l'infrastructure sportive de la ville plutôt, arrive à point nommé. Cependant, elle dispose d'une seule tribune couverte avec seulement 1200 places, une capacité d'accueil jugée trop réduite. Ainsi, la direction a pour objectif majeur d'en construire d'autres. Suivant ce reportage signé Chartidiane Dion et Yaya Diallo. Le stade régional de Tambacounda va porter le nom d'un ancien homme du Sérail, El Hadj Boubacar Diop. L'infrastructure sportive s'étend sur une superficie de 40 700 mètres carrés. Tribune qui est là, nous avons aussi un terrain de football qui est long de 105 mètres et qui a une largeur de 68 mètres. Il y a une piste d'athlétisme avec 6 couloirs, des ateliers, un atelier de saut en longueur, un atelier de saut au triple saut et un atelier de lancer. Nous avons aussi un terrain de basket éclairé, 2 terrains de handball, 2 terrains de volleyball. Ce sont les infrastructures qui sont dans le stade actuellement. Pour occuper l'espace vide dans l'enceinte de l'infrastructure sportive, la direction nourrit déjà d'autres ambitions en perspective. Nous sommes en train de réfléchir. Il y a quelques personnalités qui sont à la ville de Tambacounda et qui sont même pas, il y en a qui ne sont même pas à Tamba, qui sont dans la diaspora, qui pensent à augmenter la capacité du stade pour qu'on puisse avoir une tribune découverte en face de la tribune couverte, augmenter la capacité parce que quand nous jouons, non seulement la tribune est remplie, mais tout autour du stade, les gens sont là-bas. Donc la population a augmenté, il faut impérativement augmenter la capacité. L'entretien constitue une préoccupation majeure. Malgré tout, l'équipe dirigeante fait avec les moyens du bord. Pour nous, il y a un espace qui est très grand, donc il y a des gens qui s'occupent du ramassage. Il y en a qui s'occupent du nettoyage proprement dit des tribunes, des toilettes des tribunes et des toilettes externes. Nous avons aussi 2 dames qui s'occupent du lavage à grande eau des WC. Vous avez vu les vestiaires, donc il faut un entretien particulier par rapport à ça. Située dans la périphérie ouest de la ville, l'infrastructure sportive est un fruit de la coopération sino-sénégalaise avec une capacité d'accueil de 1200 places seulement. Et nous parlons Navétane. Pour rendre le mouvement Navétane formel et structuré, l'instance dirigeante du championnat populaire décide de collaborer avec des régisseurs de stade et ce pour éviter tout débordement dans l'enceinte du stade. L'ONCAV essaie de freiner la violence qui sévit dans le stade. Une déclaration de Mahit Djité. Il est avec Chartidiane Dion et Yaya Diallo. Je vous propose... Depuis un certain temps, l'ONCAV lutte de façon farouche contre la violence. Et d'ailleurs, à l'occasion de la dernière assemblée générale de l'ONCAV, nous avons eu en tout cas à corser davantage notre arsenal juridique pour permettre en tout cas au niveau supérieur de s'autosaisir si nous sentons que le cas a été traité avec en tout cas beaucoup de légèreté. Et d'ailleurs, nous avons un projet assez ambitieux avec l'État qui consisterait en tout cas à mettre en place des stadiers qui viendraient des ASC et qui pourraient véritablement parler avec les supporters. Les conseils interministériels aussi permettent aussi, en tout cas, de lutter contre la violence. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à minuit. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Et puis comme tous les mercredis, vous retrouverez Pape Ngandiaye à partir de 21h. Ce soir, il reçoit Moustapha Diakhaté, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous de nous avoir suivis et agréable suite de programmes sur TFM. À demain.